Parlons un peu des paysages, des endroits où j'ai vécu. Je suis née 4 ans après la fin de la guerre. En fait, c'était très peu de temps après la fin de la guerre, parce que la Seconde Guerre mondiale a été très dévastatrice, et en particulier, euh, le sud de la France a été affecté par les bombardements des Alliés, donc en particulier des Américains. Ils bombardaient pour détruire les voies de communication, de façon à ce que les Allemands ne puissent pas progresser, les Allemands qui étaient alors nos ennemis. Et en particulier dans la ville de Valence, il y avait un très important nœud ferroviaire. Et ils avaient voulu bombarder la gare et les rails. Mais généralement, selon ce que j'ai entendu, ils survolaient la ville très haut et quand ils lançaient les bombes n'arrivaient pas directement à l'endroit où elles devaient arriver. Et donc, par exemple, un jour, ils ont voulu bombarder la gare. Et au lieu de bombarder la gare, ils ont fini par bombarder un hôpital qui avait une grande croix rouge peinte sur le toit pour indiquer qu'il ne fallait pas, bien sûr, bombarder cet endroit-là. Mais par hasard, par accident, la bombe était tombée sur l'hôpital. Et donc, le quartier de mes grands-parents avait eu un certain nombre de destructions. Et ce que ma grand-mère me racontait, mais je ne comprenais rien du tout à ce moment-là. Mais toute la ville et toute la région était en reconstruction. Il y avait beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations, mais aussi beaucoup de pauvreté. Dans les villages, les rues n'étaient pas encore goudronnées à l'époque. Beaucoup de rues étaient juste avec du sable, de la terre. La rue en bas de notre immeuble à Saint-Jean n'était pas goudronnée à l'époque. Et beaucoup de rues étaient comme ça. Dans le village de ma tante Tatan-Marie, dont nous avons parlé dans un autre podcast, ce village n'était pas goudronné non plus. Et donc, c'était le cas. Beaucoup de maisons avaient encore des toilettes dehors, à l'extérieur. Beaucoup de maisons n'avaient pas de salle de bain. Beaucoup de maisons n'avaient pas l'eau courante, ou du moins pas d'eau chaude au robinet. Donc beaucoup de choses ont changé depuis, c'est sûr. Et les gens comptaient beaucoup aussi sur le marché. Il y avait des petits magasins, par exemple à Saint-Jean, il y avait des magasins, des petits magasins. Je me souviens en particulier de la librairie, parce que une de mes copines de classe, euh, qui s'appelait Anne-Marie Jonquet, ses parents étaient libraires. Et j'allais souvent chez elle, et c'était une maison que j'aimais beaucoup, parce que au lieu de porte, il y avait des rideaux. Alors c'était magique pour nous, on passait de rideau en rideau, on poussait le rideau, on s'infiltrait pour entrer dans une autre pièce. C'était une maison très curieuse. Il y avait bien sûr beaucoup d'autres attractions. Il y avait aussi beaucoup de lavoirs dans les villages, ce qu'on appelait un lavoir, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de machine à laver, et quand il n'y avait pas d'eau chaude, les gens avaient du mal à laver des draps en particulier, les grands draps qui étaient lourds et grands, dans un évier, c'était pas vraiment pratique. Donc souvent, les femmes emmenaient le linge sale, les draps en particulier, les choses lourdes, euh, dans un panier, et on allait au lavoir. Le lavoir qui était des baquets de pierre, qui étaient bordés d'un petit muret en pente, poli. Ce qui fait qu'on pouvait normalement étaler les draps sur ce muret, et on les battait avec un battoir, quelque chose en bois comme une énorme cuillère, mais c'était bien sûr plat. Et on battait les draps, on les lavait, et après on les plongeait dans l'eau du lavoir pour les rincer avant de les mettre à sécher dehors. Il y avait beaucoup de métiers, de petits métiers à l'époque, qui n'existent plus aujourd'hui. Par exemple, on fauchait encore à la main à l'époque. Il n'y avait pas de tondeuse électrique comme nous avons aujourd'hui. C'était des faux, des grands bâtons, comme un bâton de balai, mais plus lourd,
avec un manche à un point pour tenir. Et en bas du bâton, il y avait une grande lame un peu recourbée qui était très très tranchante. Et il y avait un geste, donc on faisait comme ça, et on fauchait. C'était un travail d'homme, généralement. C'était les hommes qui fauchaient l'herbe. Et après, cette herbe, bien sûr, était recueillie, mise en balle pour la nourriture des animaux pendant l'hiver. Il y avait également des marchands ambulants, des gens qui frappaient à la porte pour vendre des petites choses. Et comme ça, les gens n'avaient pas besoin de sortir de chez eux. Il y avait des gardes champêtres. euh, il y avait des gens qui ramassaient le crottin des chevaux, je me rappelle. Beaucoup de chevaux passaient avec des charrettes, tirant des charrettes. Et bien sûr, ils faisaient leurs besoins sur la terre, le sol de la rue. Et il y avait des gens qui ramassaient ces crottins secs pour les utiliser pour les champs, mais aussi quelquefois pour brûler, pour le feu. Il y avait des, des ramoneurs qui nettoyaient les cheminées des gens, puisque on se chauffait au charbon ou au bois, et toutes les maisons avaient des cheminées. Aujourd'hui, on a encore des cheminées, mais elles ne servent plus. Mais à l'époque, toutes les cheminées servaient. Et donc l'hiver, il y avait beaucoup de fumée qui sortait de là. Et une fois l'an, les ramoneurs venaient nettoyer. Et ce métier de ramoneur était à l'origine, au 19e siècle et au début du 20e siècle, réservé aux petits-enfants, qui étaient assez petits pour rentrer dans la cheminée. Il y avait également des rétameurs qui réparaient les casseroles quand elles avaient des petits trous au fond, à force d'être utilisées. euh, on savait les réparer à l'époque, au lieu de les jeter. Il y avait aussi des gens qui avaient une meule de pierre et qui aiguisaient les couteaux. Et ma mère n'utilisait pas ça, mais elle m'avait appris comment on aiguise les couteaux en prenant un couteau dans chaque main et en frottant la lame l'une contre l'autre. Et c'est comme ça qu'on aiguisait les couteaux. Les médecins à l'époque avaient une vie beaucoup plus dure, surtout dans les campagnes. Le médecin de notre village passait une partie de son temps l'hiver, à monter dans la montagne, dans le Vercors. Et quelquefois, il circulait à ski pour aller soigner les gens chez eux dans les fermes. Parce que beaucoup de gens n'avaient pas de transport, n'avaient pas d'auto. Et donc, il fallait bien qu'on les soigne. Il fallait bien que quelqu'un s'occupe de l'accouchement des femmes pour que les enfants puissent survivre. Il y avait bien sûr beaucoup de sages-femmes qui s'occupaient localement des femmes, mais c'était aussi le médecin. Ma mère a accouché la majorité de ses enfants au village. Il n'y avait pas d'hôpital, il y avait seulement une maternité. Et elle allait là-bas à pied. Et un jour, elle est allée plusieurs fois et chaque fois la sage-femme lui disait ah, c'est pas encore le moment, retournez chez vous. Et elle remarchait à pied. Personne ne ferait ça aujourd'hui. Mais la vie était difficile et les gens étaient habitués. C'était comme ça qu'on vivait. L'église était au centre du village. Et l'église est toujours au centre du village traditionnellement en France. Elle représente le berger et les ouailles, les moutons, sont les maisons du village. Donc les âmes, on ne parlait pas des gens, on disait un village de 1000 âmes, de 500 âmes qui étaient autour de l'église. Et derrière l'église, il y avait le cimetière, qui était une terre bénite. Et quand on mourait, on enterrait les gens dans ce cimetière. Il n'y avait pas d'autre cimetière. Et le curé du village faisait les enterrements. Et quelquefois, bien sûr, on n'avait pas le choix du jour de l'enterrement. Et quelquefois, il avait besoin d'un petit gars, d'un petit enfant de cœur, comme on disait, pour l'accompagner, tenir la croix et se diriger de l'église au cimetière après la messe ou la psoute.
pour les morts. Et mon frère, qui était dans l'école de garçons, l'école primaire de garçons, juste à côté de l'église, était souvent récupéré. Le curé allait là et disait au maître d'école, j'ai besoin de Philippe. Et Philippe suivait, quittait l'école pour aller faire l'enterrement avec le prêtre. Les choses étaient beaucoup plus relaxes qu'aujourd'hui. Il n'y avait que deux écoles primaires. Donc moi j'avais l'école de filles, Sainte-Jeanne d'Arc, qui était dans la montée vers le centre du village, et mes frères allaient à l'école primaire des garçons qui était à côté de l'église. Il n'y avait pas d'école secondaire au village. Et c'est pourquoi, quand j'ai fini l'école primaire, mes parents ont décidé de déménager pour que je puisse aller en secondaire. On habitait au pied du Vercors. Et de la fenêtre de ma chambre, je voyais le Vercors. Et la nuit, quand la nuit tombait, le Vercors était bleu. C'était très joli. C'était très très beau. Et cette chaîne du Vercors avait juste à côté de notre village, au-dessus du village, il y avait comme une faille très étroite entre deux pans de montagne. Et de loin, on aurait cru que seule une mouche aurait pu passer. Mais en fait, ce n'était pas exact. On avait, à coup d'explosif, creusé une route dans la montagne, à même le roc. Et cette route est toujours là. C'est une route en lacet qui monte vers le sommet du Vercors, vers Vassieux et Lens-en-Vercors et d'autres villes. Et de l'autre côté de cette montagne se trouvait Grenoble et un autre, le massif de la Chartreuse. Mais de chez nous, ce qu'on voyait, c'était le Vercors à l'horizon. Un très très beau paysage. Et le Vercors était aussi très important parce que c'était lié à l'histoire et au maquis pendant la Seconde Guerre mondiale.